3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Véronique Riche-Flores est à nos côtés, économiste indépendante et présidente de RF Research. Vous êtes également cofondatrice de Calaïs 360. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Bienvenue, merci d'être avec nous. Merci à Pierre Bismuth d'être avec nous également ce soir, directeur général et responsable des gestions de Myria Asset Management. Bonsoir Pierre. Bonsoir Grégoire. Et Gilles Etcheberry-Garay est également en notre compagnie, le président et directeur des investissements d'Elcano Asset Management. Bonsoir Gilles. Bonsoir Grégoire. Véronique, je reprends votre traditionnelle humeur du vendredi consacrée à l'été européen des marchés boursiers. Il y a quand même un point d'interrogation, si je ne dis pas de bêtises. Mais vous avez hésité à le mettre. Je l'ai enlevé, je l'ai remis. Est-ce que c'est quand même, à l'aune de l'analyse que vous avez formulée il y a déjà quelques semaines, il y a quand même un certain nombre d'arguments qui peuvent plaider pour un été boursier ensoleillé, j'allais dire, en Europe. Qu'est-ce qui vous amène à cette conclusion, à cette analyse, Véronique ? Alors, pas les performances économiques. Ça paraît, en tout cas pour l'instant, assez évident. Il y a d'abord une partie internationale, et vous l'avez mentionné en introduction, ce qui se passe sur le marché américain, qui est assez déplaisant pour les investisseurs, avec cette concentration sur la tech, sur l'IA, ces mouvements intempestifs, la rotation extrême des différents secteurs, y compris à l'intérieur de la tech, en fonction des semi-conducteurs, etc. Et on sent quand même là un mouvement qui arrive dans la gadoue. On ne sait pas trop comment ça va se terminer, mais qui est plutôt source de risque et en tout cas d'inconfort des investisseurs que d'autres choses. Avec une réserve fédérale américaine qui, je serais venu il y a 3 jours ou il y a 5 jours, où je vous aurais dit, s'apprête à remonter les taux d'intérêt. Ouais. Bon, après le rapport sur l'emploi est en train, et Sintra est quand même en train de chercher le moindre indice pour rétro-pédaler. Ce qu'on peut dire, j'ai l'impression, c'est que, je ne sais pas ce qu'il fera in fine, mais si la Fed rétropédale et ne remonte pas ses taux directeurs, in fine, la partie longue de la courbe des taux va à nouveau probablement revenir sous d'intenses tensions. Et donc, voilà, c'est pas bon dans un sens comme dans l'autre, avec des investisseurs qui cherchent un petit peu la sécurité. La sécurité, la diversité, on est tous obligés d'être exposés à la technologie aujourd'hui, mais voilà, on cherche également à se diversifier. Le monde émergent a offert de très belles opportunités, avec l'histoire des matières premières d'un côté et la tech de l'autre. Là, il y a la partie tech qui n'est pas tout à fait indépendante des matières premières non plus. Enfin voilà, c'est pas très bon, c'est pas très engageant. Et l'Europe, Puis de la remonte pour les émergents aussi. Bien sûr, et avec une Fed qui remonte ses taux, peut-être, normalement, bref, voilà, c'est pas très bon. Et d'ailleurs, c'était intéressant la réaction des marchés à la conférence de presse de Powell C'est Kevin. Kevin Warsh. Kevin Warsh, oui. Donc. On a encore le droit de se tromper un peu. Post-FMC. Ça marque. Et c'est cet aplatissement de la courbe des taux qui a toujours tout de suite envoyé un signal au marché des matières premières. Voilà. Et puis, ça s'est défait après. Alors, revenons sur l'Europe. Pourquoi l'Europe ? D'abord parce qu'on a peut-être un certain retard en termes de performance. Voilà. Donc on part. Ce qui s'est passé depuis 1 an à peu près, c'est quand même très lourd. Deuxièmement, l'histoire américaine et l'histoire de la technologie, de l'IA, etc. Elle est en train de produire des effets spectaculaires. On le sait en matière de productivité. En tout cas, elle en a produit. Est-ce que c'est une histoire qui s'arrête aux frontières de l'Europe, les portes de l'Europe ? Non. On n'a jamais vu de grand cycle de productivité comme celui qui semble en train de se profiler aux États-Unis, s'arrêter aux portes d'un sous-continent ou d'un pays. Et surtout, quand on parle de l'IA, on n'a pas de champion de l'IA, bien évidemment. On n'a pas de champion dans les semis. Donc, à ce niveau-là, c'est pas très porteur, bien évidemment. Mais d'abord, on a des players qui deviendront peut-être des surprises. À terme, on verra bien. Mais l'IA est en train d'infiltrer nos secteurs, la vie économique dans tous ses aspects. On a des entreprises qui vont être capables d'utiliser l'IA. Et bien évidemment, oui. Et on a des pays qui investissent aussi dans cette les nouvelles technologies, dont la France fait partie, bien plus que l'Allemagne ou l'Italie d'ailleurs. Et finalement, on commence à voir des retombées en termes de productivité. Alors l'INSEE nous a bien aidés en révisant les comptes nationaux en français, ce qui fait qu'on part d'une base quand même un peu plus sympathique. Mais même depuis 4 trimestres, vous voyez, en France, en glissement annuel, si on prend que le secteur privé
privé, hein, on enlève tout ce qui est public, etc., on est sur des gains de productivité de 1,8%. C'est 2 fois la croissance du PIB. Et ça, on ne le voit pas. Alors après, il nous manque la lecture sectorielle, parce que c'est un peu trop tôt pour avoir les détails. Mais moi, j'ai quand même regardé les comptes annuels par secteur et on est stupéfait, c'est-à-dire qu'on a des gains de productivité très massifs d'ailleurs, alors pas forcément là où on les attend, mais enfin dans le transport terrestre, là on comprend mieux, hein, la logistique, bien sûr, mais dans beaucoup de secteurs, et quand je dis très substantiel, c'est-à-dire dans beaucoup de secteurs, on est entre 2 et 6%. Wow. En moyenne, en taux de croissance annuelle moyen depuis 2 ans. Donc ça réveille l'esprit. On se dit, tiens, il se passe des choses. Et on le voit tous les jours qu'il se passe des choses, sauf qu'on n'a pas les moyens d'investiguer et d'être précis. De la même manière, on a des entreprises qui publient des résultats ou des analystes qui s'attendent à certains résultats qui sont bien orientés, qui se réorientent d'ailleurs en Europe, hein, globalement plutôt à la hausse. Et on n'ose pas y aller. Pourtant, moi, je crois qu'on a des investisseurs qui cherchent la sécurité, la diversité, qui auront certainement des surprises. Puis on a eu tellement de mauvaises nouvelles qu'à un moment donné, peut-être que le fût va se tarir. Et donc voilà, toutes ces raisons, avec des valorisations qui sont quand même un peu plus alléchantes, on va dire, qu'ailleurs, me laissent penser que ce qu'on a vu ces derniers jours est pas là. Enfin, nous, on l'attendait. C'était un peu notre pas pari, mais la conclusion, peut constater effectivement à laquelle on arrivait. Et on y croit. Donc, il y a une fenêtre de tir. Il y a une fenêtre de tir. Et avec une BCE qui, par ailleurs, est moins une menace. Les effets de la guerre en Iran, qui finalement ont l'air d'être surpassés. Une inflation, des consommateurs qui reprennent de l'appétit pour la consommation. Voilà, c'est pas l'histoire du siècle. Non. Mais c'est clairement pas une histoire que nous incite à jouer les indicateurs macroéconomiques, mais voilà, qui pourrait surprendre. L'avantage, c'est qu'avec l'Europe, les attentes sont généralement tellement basses habituellement que la moindre amélioration à la marge peut générer effectivement des effets de rattrapage boursier importants. Hein. Et je pense qu'on a potentiellement également des secteurs et des valeurs qui nous protègent éventuellement contre des aléas américains. Alors, il ne faut pas que l'aléa soit trop méchant, mais ça peut servir de protection. Bon, l'Europe comme bonne source de diversification, comme peut-être un positionnement au moins tactique intéressant pour l'été. Est-ce que vous souscrivez à ces idées, Pierre, chez Myria AM? Alors complètement, et on a souscrit depuis même 2025. Oui. Et donc on a été... Mais le début d'année 26, il faut s'en souvenir, Absolument. avait été très bon pour l'Europe. Depuis octobre dernier, on avait quand même les Mag 7 qui commençaient à baisser, pour dire les choses, et l'Europe prenait déjà un relais de ce point de vue-là. Exactement. Et comme tout a changé au 27 février avec le voilà, comme j'ai coutume de le dire sur ce plateau, c'est vrai que la réaction de l'Europe face à la guerre en Iran m'a surpris, et d'ailleurs je ne l'ai pas comprise, comme d'habitude, puisque je ne voyais pas pourquoi on souffrait à ce point-là, et avec des secteurs bancaires qui se sont littéralement effondrés en mars, parce qu'on a eu un dévissage en règle des banques de moins 20%. Et donc moi j'ai tendance à penser que quand on ne comprend pas ce qui se passe et que ça va mieux, il valait mieux ne rien faire. Et donc c'est exactement ce que j'ai fait, c'est-à-dire je n'ai rien fait. Et donc j'ai profité du rebond, et c'est vrai que là je comprends mieux la dynamique sur les banques en Europe et plus globalement sur le marché, puisque on a quand même dévissé complètement. Il était normal que quand ça se résorbe, qu'on aille mieux que les États-Unis. Donc ça c'est bien ce qui s'est passé en juin, c'est plutôt pas mal. On a eu vraiment beaucoup de chance sur la remontée du quart de point de la BCE, que le marché ait été au diapason, ou que la BCE ait été au diapason du marché, parce que très honnêtement, j'ai fait les comptes, on était à moins 4 sur le pétrole au 11 juin et moins 24 au 30 juin. Donc je pense que le tir de la BCE n'était pas forcément très mérité. Je pense que la BCE pourrait avoir un petit côté croissance en plus de l'inflation, mais en tout cas c'était tellement... pas elle qui décide de son mandat, Pierre. Mais c'était
tellement anticipé par le marché que la remontée n'a fait rien du tout. C'était vraiment super. Donc c'est vrai qu'on entre en juillet dans un monde assez boucle d'or sur les marchés européens et encore plus par rapport à des indices qui sont très fortement et très lourdement, je dirais même pondérés par la tech, où il faut vraiment avoir le nez sacrément creux pour savoir si c'est les Max 7 qui vont monter ou si c'est les semi-conducteurs, voire les toutes petites boîtes. Le problème, c'est que ça tourne. Alors avant, ça tournait sur des périodes de plusieurs semaines, plusieurs mois. Là, ça peut tourner d'un jour à l'autre. Ouais, mais ça tourne, mais en fait, il y a une grosse corrélation. C'est-à-dire que plus les capitalisations des très grosses deviennent énormes, plus forcément, il y a un boulevard pour les plus petites capitalisations. Et c'est un peu comme l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que tout le monde n'utilise pas l'intelligence artificielle, mais avec ce boom de l'intelligence artificielle, même ceux qui n'utilisent pas l'intelligence artificielle sont obligés d'avoir des phases d'automatisation qui ne sont pas de l'intelligence artificielle, mais en tout cas des phases d'automatisation. Et je pense que les gains de productivité dont vient de parler Véronique, il y a une sorte de cercle vertueux qui se met en place. C'est l'ambiance. Exactement. Il y a une ambiance, une atmosphère. Et nous, on a tourné vers la productivité. Alors on appelle ça IA, mais il y a d'autres moyens d'être productif. Il n'y a pas que l'usage de l'IA. Bien sûr. Et moi, ça fait 3 ans que je me demande comment intégrer l'IA dans la gestion d'actifs chez Myriad Asset Management. Et en fait, j'ai enfin trouvé. Alors, pas comment l'intégrer pratiquement, mais on a eu toute une batterie de jeunes qui nous ont vraiment ouvert l'esprit pour savoir où étaient les gains de productivité assez immédiats dans nos métiers, et on a enfin trouvé ça. Donc je pense que l'ambiance fait qu'on est tous poussés à aller vers des gains de productivité, et c'est vrai que même si on n'a pas de champion européen, nous, les professionnels de la finance, en tout cas, on ne peut pas rester à la ramasse. Et je pense que c'est une ambiance assez saine et un cercle vertueux qui règne sur les marchés. Ça pose des questions de souveraineté, effectivement. Hein, quand on voit qu'on est capable de couper des modèles, de les interdire, de les réserver à certains plutôt qu'à d'autres, etc. Effectivement, à un moment, peut-être que cette question deviendra un sujet de souveraineté. Il y a un sujet de souveraineté numérique, évidemment, en Europe. Sur le cas européen, où est-ce que vous situez, Gilles, chez Elcano Asset Management ? Je dirais que tout ce qu'il dit là, moi, ça me rappelle, ça fait déjà un moment, je veux dire, l'Europe, généralement, surperforme dans les fins de cycle. Et donc, ça, pour moi, on est dans le cas de figure exact. Et voilà, et que je dirais, oui, l'Europe va marcher tant qu'il ne se passe rien aux États-Unis. Et que la question qu'on se pose vraiment, c'est quand est-ce que ça va arriver aux États-Unis ? Bon. Voilà. Donc c'est plutôt décembre 96 ou c'est plutôt 99, début d'année 99, fin d'année 99 ? Où est-ce qu'on est là ? Moi, je dirais si c'est ça la question. C'est le discours de Scott McNamee de Sun, quand on paye 10 fois les ventes, comment on peut espérer gagner de l'argent, le fameux discours de 2000, quoi. Donc voilà. Je veux dire, il y a. C'est quoi le fameux discours de 2000 Il a fait un discours de Sun Microsystem qui était une des valeurs Internet. Bien sûr, il a dit, je comprends pas. Le président a dit, je comprends pas qu'on puisse payer 10 fois les ventes de ma société de ma boîte. Oui, parce que je ne sais pas comment on va gagner de l'argent, comment les gens vont gagner de l'argent avec. Et aujourd'hui, des 10 fois des ventes, on en a. Oui, c'est monnaie commune. Voilà. Et je dirais qu'aujourd'hui, si on regarde le SP500, vous avez les profits aujourd'hui, on n'est plus sur une bulle de l'IA, on est sur une bulle des data centers. Data center qui touche Caterpillar, qui touche Schneider, donc des gens qui alimentent la construction de data centers. Donc les profits des uns sont les amortissements des autres, donc ça veut dire que déjà mécaniquement, c'est que 10% des dépenses d'un côté et 100% des profits de l'autre. Voilà, donc on attend, donc l'Europe est favorable parce que les gens sentent bien qu'il y a un problème. On voit les oscillations américaines entre le software d'un côté et parce que les gens se disent que là, il y a un problème. Le rôle du retail est important aussi. Et donc, c'est sûr que l'Europe apparaît dans ce cas. Qu'est-ce qu'il y a à jouer d'intéressant en Europe ? Pourquoi on a envie d'être investi en Europe ? Pour quel type de secteur, sur l'Europe, on est sur la chimie et sur le UK. Donc le cycle, alors ? Et zéro techno. C'est ça. C'est vraiment la reprise cyclique. Et à l'abri, si ça pète sur la techno, parce qu'on sent que ces oscillations de moins 8, on n'est pas dans un marché sain. Et donc, on pense que nous, d'ici la fin de l'année, on va avoir une remise à zéro des compteurs. Donc, voilà. Ah oui, vous avez une vision assez court terme du risque, risque de correction majeure autour du thème de l'IA, pour le dire. On va à l'IA ou data center, oui, parce qu'on voit que les hyperscalers sont punis
maintenant chaque fois qu'ils construisent. Ouais. Le problème, c'est que vous avez des gens qui gagnent beaucoup d'argent quand les gens qui investissent sont punis. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui ne va pas pouvoir durer très longtemps. Une news qui n'est pas passée inaperçue cette semaine, on l'a commenté hier en plateau, c'est alors toujours une information de presse à ce stade, mais Meta qui est prêt à lancer une division de cloud services, comme Azure chez Microsoft, comme Google Cloud chez Google, comme AWS chez Amazon. L'info Bloomberg, c'est que Meta lance cette activité-là pour monétiser ce qui est perçu comme étant déjà une capacité excessive, un excess compute, une puissance de calcul inutilisée par Meta aujourd'hui. Voilà, et dans un marché qui a des capacités, bon, pour le moment restreintes, mais qui sont des capacités probablement excédentaires, avec une activité IA qui est subventionnée très très lourdement. Et d'ailleurs, c'était ce qui est intéressant dans SpaceX, je sais pas, c'est qu'on voit SpaceX, c'est 3 activités. C'est l'Internet qui gagne de l'argent, les fusées, bon, voilà, et Grok, enfin l'IA qui crame, enfin qui a un incinérateur à argent, à cash. à cash. Et je veux dire, ça peut pas durer très longtemps. Et pour moi, je veux dire, le moment de vérité, elle est arrivée entre SpaceX et alors OpenAI a repoussé de 6 mois parce que les comptes sont tellement non présentables qu'ils veulent pas le faire maintenant, et éventuellement Anthropic. Donc, mais point trop d'infos. Vous dites, on est déjà là, le marché est peut-être déjà là au bord de l'indigestion. Parce que quand on écoute encore les perspectives de demande, notamment chez alors ceux qui sont au cœur de la turbine aujourd'hui, toute la partie mémoire, on est passé des GPU à la mémoire aujourd'hui des Samsung. Quand vous écoutez à nouveau ces dirigeants d'entreprise, ils vous disent mais on voit pas de baisse de la demande avant peut-être 12-24 mois. C'est comme Cisco ne voyait pas de baisse de la demande en 2000 parce qu'ils vendaient ils finançaient l'achat de leurs routeurs de façon. Et puis un jour, je veux dire, aujourd'hui, si on regarde le financement on est passé des cash flows des hyperscalers à la dette, et maintenant à l'augmentation de capital. Ça veut dire qu'on est en train d'épuiser tous les financements. Toutes les sources de financement. Et là, on est à 700 milliards de dollars et on prend $1 trillion l'année prochaine. Honnêtement, je ne sais pas où ils vont les trouver, le $1 trillion. Ça veut dire que derrière... sur des fonds monétaires, il y a encore pas mal de cash aujourd'hui, j'imagine. En tout cas, la dette privée, ça commence à être fermée. Et là, on est à l'augmentation de capital. 80 milliards de Google, 75 milliards de SpaceX. Normalement, Anthropic, c'est aussi... Et OpenAI, voilà. Je veux dire, c'est la première fois depuis 2005 où la technologie ne retire pas des actions, mais on émet. Et même plus globalement, on a un marché ou une offre nette d'actions qui est supérieure au retrait ou au rachat d'actions. Ça veut dire que les marchés obligataires sont saturés. Et voilà. Et donc effectivement, l'Europe non techno, les banques, je comprends. Enfin, moi, je suis moins d'accord sur les banques parce que pour moi, les banques, il y a très beau, elles venaient de très bas, mais maintenant, on les voit, elles sont attaquées comme sur le modèle par toute la fintech, et j'ai du mal à réconcilier les valorisations aujourd'hui avec c'était quasi monopole, c'est des oligopoles aujourd'hui. On a connu l'époque où les fintech devaient renverser et détruire toutes les banques. On l'a vu, la bulle des fintech aussi. Oui, mais il y a Revolut arrive qui est quand même efficace. Je veux dire, pour moi, c'est un modèle qui les banques ne vont pas disparaître, hein, attention à ce que je dis pas, mais c'est très clair. Mais on est quand même sur des pressions à la marge, à mon avis, qui vont être de plus en plus importantes sur les gens. On voit sur tout ce qui est facturation, on voit les gens Pennyline en France ou autres qui arrivent. Non, mais je pense que il y a des parties des modèles bancaires qui sont attaqués, oui. Voilà, et donc pour moi, c'est des oligopoles qui sont revenus parce qu'ils sont devenus oligopoles dans la période creuse, et maintenant ils sont peut-être sous pression dans les années qui viennent. Mais en tout cas, je veux dire, l'Europe, oui, à court terme, en attendant de voir où tout ça nous mène sur la tech, vraiment. Et on a compris que pour vous, effectivement, l'horizon, c'était pas un horizon de 2-3 ans encore. Enfin, le moment de vérité, le moment de rendez-vous, pour vous, il est plutôt dans quelques mois. Pour moi, je vais la mise sur le marché que dans quelques années. Oui, ce sera un moment. Et si on tient jusque-là, ce sera le pic. Ça pourra être le pic. 2026, il y a un dicton boursier. Ce qui marque le pic des marchés actions, ce n'est pas la cloche, ce sont les introductions en bourse. C'est un discours. Voilà. Véronique, l'IA, c'est aussi dans la macro, bien sûr. Alors, vous parlez de ces gains de productivité qu'on a du mal encore à voir en Europe, mais qui existent en tout cas dans les chiffres macroéconomiques. La question de l'IA, bien sûr, c'est aussi celle de l'emploi, bien sûr, à travers les gains de productivité. Est-ce qu'on a des effets déjà de cette diffusion de l'IA sur nos marchés du travail? Alors, le dernier rapport détaillé qu'on a eu, c'est celui du marché du travail américain, en l'occurrence, Véronique. Est-ce qu'on voit ces effets de la diffusion de l'IA, ou est-ce que c'est
encore trop tôt pour être définitif. Et c'est très difficile. Ça reste une zone d'incertitude, d'ombre, enfin d'incompréhension ou de questionnement assez importante. On a, semble-t-il, vu des effets de l'IA il y a quelques mois aux États-Unis, quand notamment les services professionnels, Oui. vous vous souvenez, On commençait à baisser. commençaient Détruire des emplois. Voilà, à détruire des emplois par rapport à la tendance qu'on voyait en plus clairement 2022, fin 2022, introduction de ChatGPT, et le truc part complètement en vrille. Là, c'est moins agressif, le secteur détruit moins d'emplois, mais il est encore, je ne sais plus combien, je crois que c'est 28% inférieur à ce qu'il aurait dû être, voilà, sa tendance en suivant sa naturelle. tendance antérieure. Ouais. Donc, il y a sans doute des effets. À côté de ça, il y a des besoins d'emplois spécialisés qui sont importants. Il y a tout le pan de l'activité, quand on parle CAPEX ou data center, alors, ça ne génère pas des emplois durables, mais ça fait des emplois dans la construction. Ça fait quand même quelques mois qu'on voit. Et quand on dit construction, il y a le transport, etc. Il y a toute une chaîne logistique qui fait que tout ceci est probablement temporaire, mais entretient encore le marché de l'emploi. Revenons quand même sur ces chiffres d'hier aux États-Unis, parce que moi, je ne sais pas ce qu'on peut dire de ces chiffres. Pourquoi Difficile de qualifier ce rapport, à part dire qu'il est bizarre ou ambigu, quoi. Il y a quand même de sacrées bizarreries. C'est-à-dire un secteur des loisirs et de la restauration qui détruit, je crois que c'est 61 000 emplois sur un mois. C'est-à-dire la plus forte baisse depuis 2009, avril 2009. En pleine Coupe du Monde. À part Covid. En pleine Coupe du Monde, festivités censées quand même, a priori, également. Donc ça, c'est très étrange. Et finalement, si on rajoutait, on enlevait cette baisse juste à zéro, parce que c'est quand même un secteur normalement qui crée de l'emploi, on reviendrait à des chiffres de création totaux qui correspondaient aux attentes ou au mois passé. Deuxième bizarrerie, une chute. Moi j'ai des graphiques comme tout le monde qu'on met à jour, et la chute du taux de participation des 25-39 ans, je crois. Boum, ça sort du graphique. Sur le prime age, donc 25, alors c'est peut-être plus large, 25-54, mais même, c'est une baisse. 25-39, 35 ou 39. Ouais, j'ai vu 6 dixièmes de baisse. Mais oui, de la force de travail. On se demande si c'est pas une anomalie. Enfin, moi, je n'y crois pas un instant. On veut bien imaginer des conditions qui changent le comportement des jeunes par rapport à la vie active ou autre. Mais enfin, là, ça fait quand même 2 chiffres, 2 données extrêmement troublantes. Donc, voilà, moi, je n'en tire pas de conclusion. A priori, beaucoup d'économistes, les marchés, bien évidemment, accueillent avec satisfaction. Les anticipations de baisse de hausse des taux de la Fed, elles ont été décalées au mois de décembre. Ça nous ramène à cette question qui est quand même extrêmement compliquée. Moi, je pense que la Fed doit remonter ses taux d'intérêt si elle veut notamment pouvoir reprendre le contrôle sur la partie longue de la courbe des taux. Je croyais que Kevin Warsh a été suffisamment, parce qu'il est quand même extrêmement convaincant comme président de la Fed. C'est pas du Jérôme Powell pour le coup. C'est pas de la tambouille. Non. Il sait où il est et il est à l'aise à ce poste, et ça visiblement. Fait du bien. Et ça fait du bien. Enfin, voilà, moi, je suis pas fan je suis pas hyper orthodoxe, mais là, pour le coup, on était parti et on s'y était habitué en réalité. On n'était même plus critique. Mais là, tout d'un coup, on se reprend quelque chose qui tient la route, qui est solide et tout. Alors, après, il y a la pression politique, il y a les marchés, il est en train de rétro-pédaler. Je pense qu'il devrait être suffisamment convaincant, suffisamment fort pour faire valoir à Donald Trump et à l'administration. C'est les taux longs qui comptent. Qu'une hausse des taux directeurs, là, il ferait 3 hausses de taux, 75 BP, c'est rien dans un cycle de hausse. Peut-être 100, c'est rien. Et il caperait la partie longue de la courbe des taux, ce qu'on a très bien vu d'ailleurs après le FOMC, et ça me paraît essentiel. Donc oui, même si le Trésor se finance à 85% sur les très courts termes. Donc je reste encore, moi, prudemment, j'avais dit ne jugeons pas à partir d'un seul FOMC, même si j'avais fait tout mon papier en ayant des conclusions très fortes. Voilà, je pense qu'il faut qu'on apprenne à le connaître aussi, il faut qu'on voit un petit peu. Oui, puis c'est pas un point de données sur l'emploi qui va normalement décider tout de suite de la suite. L'hypothèse d'une hausse des taux en juillet, point barre. Il n'y a pas d'urgence à monter les taux, mais le prochain mouvement risque encore d'être à l'hausse. Parlons de la Fed et de Kevin Warsh. Comment vous accueillez le bonhomme, Pierre ?
Et sa volonté de... Alors, à la fois, quand même, il insiste beaucoup sur l'idée on va délivrer sur la stabilité des prix, alors que ça fait 5 ans que la Fed est en dehors de sa cible sur cette partie du mandat. Ouais, mais moi, je trouve... Enfin, je redis ce que j'ai dit sur la BCE. Je pense que sur la Fed, je les trouve quand même beaucoup plus pragmatiques. Et même si les taux d'inflation sortent effectivement au-dessus de 4, cet aspect pétrole doit être quand même factorisé dans le futur. Et je trouve que La baisse des cours du pétrole. Ouais, moi je trouve que l'attentisme est plutôt bien. Encore une fois, hein, j'aime bien que les banquiers centraux et les marchés marchent main dans la main. Ouais, mais Il n'y a aucune même surprise. avant même la crise du Golfe, l'inflation américaine, elle était quand même plus que collante. Et dans les services, notamment, ça commençait déjà à tourner. Et Jérôme Powell commençait déjà à alerter. Mais est-ce qu'on a véritablement un problème sur l'économie américaine? Moi, c'est un peu ça que je regarde. On a effectivement... en fait, on a tous des normes en tête. C'est 2% en Europe, 2,5% aux États-Unis. Ça fait 5 ans, depuis le Covid, en gros, que ça sort allègrement des cibles. Et pourtant, on a quand même une économie américaine qui est ultra résiliente. Alors, malgré des taux qui sont quand même relativement hauts. Mais c'est vrai qu'on est en taux réel plutôt négatif. Et c'est plutôt bien pour une économie aussi leveragée que les États-Unis. Nous, on est très orthodoxe et franchement, on a finalement un vent de face pas trop fort avec la remontée des taux d'intérêt. C'est quand même assez miraculeux que le marché soit à ce point-là au diapason de ce qui peut se passer sur les actions des banquiers centraux. Moi, franchement, pour l'équilibre général des marchés financiers, j'avoue que les anticipations sont plutôt pas mal. Alors, j'entends 3 hausses de taux non prévues par le marché. Je pense que c'est quand même extrêmement raide, d'autant que la partie longue de la courbe, pour le moment, elle oscille fort, mais elle oscille bien moins qu'il y a 6 mois. Depuis que Kevin Warsh a repris la parole et que la Fed a donné... On est 4,40, 4,60, et ça oscille quand même beaucoup moins. On va dire que la volatilité des taux d'intérêt est quand même plutôt en baisse qu'au plus fort de la crise iranienne. Et je trouve que ce pragmatisme est plutôt assez favorable à... Non, mais il ne se précipite pas. Après, sur les crises financières, très honnêtement, les crises des marchés, on en a plein. Et on voit... Mais on en a plein. Enfin, je veux dire, avec Liberation Day, etc. Oui. Et on voit que la résolution des crises est de toute façon beaucoup plus courte qu'avant. Parce qu'on a des banquiers centraux qui n'ont aucun intérêt à laisser partir les marchés à volo. Donc moi, j'entends ce que vous avez dit sur les... Je vois pas ce que la Fed a fait à Liberation Day. La crise, elle se résout parce que Donald Trump parce que le marché fait son boulot et que Donald Trump recule. Oui, non, mais la croissance des liquidités est quand même extrêmement soutenue et qu'on a des niveaux de taux d'intérêt qui sont très inférieurs à la croissance nominale du PIB. Ouais. Moi, j'entends ce que vous dites. Maintenant, je pense que du point de vue d'un banquier central, et Kevin Warsh a terminé la conférence de presse, je ne sais pas si vous l'avez regardé, la dernière phrase qu'il a dite, avant de couper court aux questions, de quitter, c'est, en gros, je ne me souviens plus, mais c'était « nous aurons des gains de productivité ». Il croit fermement à l'effet positif de l'IA sur la productivité. Même s'il ne s'engage pas sur un timing. Quand un banquier central dit ça, ça veut dire, donc, entendez, le R étoile, ce taux d'équilibre des taux d'intérêt, des taux réels neutres, va monter. Oui. C'est dans la loi. Et si je ne fais pas mon job, parce que je vais être complaisant avec les marchés, parce que blablabla, et que finalement tout le monde préfère la stabilité financière, bien évidemment. À terme, j'entretiens un mouvement de mauvaise allocation du capital. Et ça, on le paye toujours. Et je veux pas. Enfin, moi, j'ai cru qu'il nous disait, je ne serai pas responsable de ça. Non, mais c'est très intéressant. En fait, ancrer les anticipations est un préalable. Et ça, c'est un préalable depuis très longtemps maintenant. En fait, il faut que le marché entende le discours et réagisse à ce discours avant les actions. Et ça, je pense que c'est vraiment clé. On ne peut pas surprendre le marché s'il n'est pas du tout, il est pas du tout prêt à ça. Et donc, c'est très bien, dans ce sens-là, moi, ça me va très bien. C'est exactement ce qui s'est passé
en Europe. Si on ancre les anticipations du marché et qu'il n'y a surtout aucune surprise, c'est comme ça qu'on va arriver finalement à... C'est exactement ce qu'il a plus envie de faire, Kevin Warsh. Bah, Il n'a plus du tout envie de guider les marchés, de les laisser deviner ce que la Fed va penser de tel chiffre. En tout cas, si le R-Star doit monter, le marché va forcément l'entendre. Ouais. Mais c'est là où le discours de Kevin Warsh est un peu ambigu, parce que, enfin, ambigu. Je m'entends l'interprétation qu'on en fait, c'est-à-dire que oui, il est le chantre du choc de productivité généré par l'IA, mais on a compris que c'était grâce à ça qu'il allait pouvoir baisser les taux. Ouais. Vous êtes en train. C'est la Vous êtes en train de anomalie nous dire que actuelle. la croissance potentielle des États-Unis va s'élever grâce à ça, et que non, c'est pas baisser les taux qu'il va falloir pour être neutre. Pour être neutre, il faudra sans doute mettre les taux à un niveau un peu plus élevé qu'historiquement. Ben oui. Oui, mais C'est c'est là comme où ça il y a que une ça marche, ambiguïté. mais c'est On l'a vrai présenté que, comme l'homme qui allait baisser les taux sous la pression de Trump, et que l'argument de la productivité allait lui permettre de baisser les taux. Bon. Oui, et clairement, Gilles. elles sont... Je ne suis pas sûr que la productivité soit si forte que ça, mais on arrive. Il y a des études qui sont dans tous les sens sur le sujet. Kevin Warsh ne peut pas monter les taux. Il ne peut pas. Poétiquement, il ne peut pas. Il sait qu'il va se faire dézinguer dans la journée par Trump s'il monte les taux. Oui, mais enfin, ça, d'accord. Mais Il a été mis là par Bessent et Trump. si les taux à 10 ans montent à 5%, qu'est-ce qui vaut mieux ? Est-ce qu'il vaut mieux mettre un 25-50 points de base sur les taux courts ? Trump ne le comprend pas. Et si vous avez vu le cessez-le-feu avec l'Iran et les concessions aux États-Unis, ça a été, il voulait signer le cessez-le-feu avant le FOMC pour faire baisser le prix du pétrole. Oui. Il est obsédé par. Et d'ailleurs, on voit bien ce qu'il a signé à Versailles, oil down, parce que on lui a dit oil down, c'est inflation down. C'est des trucs très simples. Et aujourd'hui, Kevin Warsh, il avait fait passer le message qu'il fallait qu'il y ait un deal sur Hormuz avant le FOMC s'il ne voulait pas être plus agressif que ça. Il est un peu coincé dans sa vision qui serait de diminuer la quantité de monnaie, ça, et le fait qu'à la Maison-Blanche, on veut un marché au plus haut pour novembre, donc pas de surprise. Et la vision, c'est si le pétrole baisse, l'inflation baisse et tout baisse. Et les taux devraient être à zéro. Écoutez, on aurait les taux à zéro, hein, parce qu'on est sur un promoteur immobilier qui, plus les taux sont bas, plus ça investit. Oui, mais les taux longs, encore une fois, c'est bien l'histoire des taux Bessent longs, les n'arrive pas. mortgages, c'est les taux longs. Oui, mais Bessent n'arrive pas à expliquer ça. Je veux dire, c'est... Attends, moi, Oui, j'entends. Pour moi, c'est ça. Et je veux dire, et les Américains ont fait d'énormes concessions géopolitiques pendant le week-end avant pour le détroit d'Ormuz, parce qu'ils voulaient un deal. D'accord. Avant, ils voulaient commencer à faire baisser le pétrole. Alors la BCE, elle ne disait pas la même chose, elle s'est fait un peu surprendre. Donc il espère encore ne pas avoir à monter les taux. Pour moi, oui, clairement. Il est jeune, Kevin Warsh, quand même, pour prendre ce risque. Enfin, voilà. Il survivra à Trump, c'est ça que vous voulez dire, Véronique. Il est jeune. Il est complètement dans l'orbite de Trump. En plus, l'héritier, Estée Lauder, donc les marchés, la santé des marchés intéresse parce que sa femme est il est marié à l'héritière. Voilà, il est milliardaire. Donc voilà, c'est comme c'est des gens pour qui la stabilité des marchés est plus importante que la légitimité macroéconomique et potentielle d'avoir. C'est pas des Paul Volcker. Hein, c'est Paul Volcker. Moi, j'ai entendu Trump dire après la conf du FOMC, oui, bon, s'il veut monter les taux, il fera ce qu'il veut ou je sais pas quoi. Enfin, en disant, je vais pas. Trump, il est capable aussi de changer, de mettre de l'eau dans son vin très très vite aussi. La seule chose, oui, mais il faut pas que. Et là, je rejoins, il faut pas surprendre les marchés parce que si les marchés baissent là-dessus, Trump le marché price pour l'instant un mouvement à la hausse. Si hausse. Moins mais, pour... Oui. Ils y croient qu'à moitié. Ils y croient qu'à moitié. Oui. Bah, on Ils y verra croient à la rentrée. Ils y croient qu'à moitié. Bon, il y a des problèmes statistiques énormes aujourd'hui. C'est 6 mars. Hein. Il y a des problèmes statistiques énormes aux États-Unis sur l'inflation, sur les chiffres d'inflation, sur ce qu'on a vu hier tout à l'heure sur le chômage. Depuis le Doge, depuis que ce qui est passé et qui a un peu massacré l'appareil statistique américain, on a vraiment des grattages de tête, pas systématiques, mais quand même on a des chiffres qui sortent qu'on ne comprend pas. Hein, et l'appareil statistique américain a été quand même violemment attaqué lors du Doge. Donc ça va dans le sens de Kevin Warsh. Il faut changer d'indicateur, il faut regarder autre chose, il va falloir travailler le sujet, etc. Mais pour moi, il est quand même coincé par le fait que son mission, c'est de maintenir les marchés au plus haut. Et c'est la seule chose que regarde Trump. Au-delà mais encore une fois, maintenir les marchés au plus haut, si on laisse partir les taux longs dans le décor, je vois pas comment c'est possible. Donc, oui, mais de toute façon, ça va être de plus en plus dur, parce qu'aujourd'hui, la bonne santé américaine est la conjonction de choses. C'est 6% de déficit financé par le restant du monde à travers l'IA, tout ça. Et un boom des data centers qui fait qu'aujourd'hui, la construction de data centers est supérieure à la construction immobilière et résidentielle. Et voilà. Et donc, ce qui fait que c'est comme une conjoncture qui est difficile à gérer pour la Fed. Hein. Véronique, vos commentaires. Est-ce que le salut de Kevin Warsh peut venir quand même du consommateur ? C'est-à-dire que, je veux dire,
soit les marchés baisseraient fortement et Kevin Warsh là aurait sans doute une opportunité de baisser les taux, ça c'est une possibilité, soit il y a aussi un consommateur qui s'épuise. Alors le marché du travail est ce qu'il est, on ne sait pas trop, mais ça ne semble pas être un marché du travail qui est en train de s'effondrer non plus. Et pour autant, on a de l'inflation dans les services, notamment, qui reste très collante. Il y a le phénomène IA qui vient se rajouter également. Est-ce que tout ça peut mettre à mal quand même la consommation américaine, qui pourrait donner un argument à Kevin Warsh pour ne rien faire à minima, voire peut-être pour venir en soutien de la partie croissance à un moment? Je sais pas. Enfin, Vous avez coupé dans vos commentaires, mais c'était ma question. Ce qu'on observe, c'est quand même il y a une translation de la courbe de Phillips qui est quand même magistrale aux États-Unis. C'est quand même. Donc rapport entre la tension du marché du travail et l'inflation, voilà. Et par les salaires. Alors moi, je regarde pas forcément le taux de chômage et le taux de salaire, mais plutôt les taux de création d'emplois versus le taux de salaire. Et on est quand même sur la fin de l'année dernière. Vous avez croissance zéro de l'emploi et des salaires qui descendent pas en dessous de 3,5%, dont la croissance ne descend pas en dessous de 3,5%. Et aujourd'hui, on est plutôt un peu mieux en termes de dynamique d'emploi. Et voilà, a priori, ça va aller très vite si on a à nouveau un petit peu quelque chose de substantiel en matière de hausse des salaires. Et c'est aussi pour ça que, à un moment donné, je vois mal avec une réforme fiscale et des crédits d'impôt qui sont en train d'être versés là, qui soutiennent fort heureusement le consommateur d'ailleurs. Et des effets richesse délirants. Des effets richesse absolument délirants. Un marché immobilier qui se tient. Qui est sans doute complètement figé, oui, mais qui de fait n'est pas une source de risque non plus. Donc, moi, j'ai plutôt l'impression que c'est du côté peut-être industriel et des capex qu'on pourrait avoir là quelque chose qui tourne assez rapidement en eau de boudin. Et ça a été quand même une partie extrêmement importante. Une moindre accélération des capex, voire à un moment possible un recul des capex. Et là, vous dites effectivement, la machine peut refroidir assez vite. Exactement. Hein, mais de là à envoyer un message rapide à la Fed, il faut baisser les taux, je ne vois pas. Pour l'instant, je ne vois pas. En tout cas, pas avant l'an prochain. Gilles, voir 10% de la consommation américaine, 10% des Américains font 50% de la consommation. Oui. C'est la partie la plus riche, dont l'effet de richesse boursière est juste gigantesque. Donc, une baisse sérieuse. Je ne parle pas de ce qui s'est passé en un mois, Liberation Day & Co. Une baisse sérieuse, c'est une attaque sérieuse sur la consommation américaine. Donc, pour moi, Kevin Warsh n'a pas envie de monter les taux maintenant parce qu'il ne veut pas, Trump a essayé de les maintenir. Par contre, à la moindre chute significative durable des boursiers, là on a des descentes de plusieurs points extrêmement rapides pour essayer de relancer la machine, essayer de relancer l'immobilier qui lui est en panne. Mais l'emploi immobilier n'est pas en panne parce que les ouvriers qui ne construisent pas des maisons construisent des data centers, mais l'immobilier lui est en panne. Donc voilà. Bon, c'est quoi dans ce contexte, il nous reste 5 minutes, une allocation d'actifs résiliente aujourd'hui, Pierre? Nous, on aime beaucoup le risque, et on aime beaucoup donc le risque action. Le risque action, donc plutôt tilté sur l'Europe. On a eu plein de phénomènes de crise. Alors, on parle des actions, mais on a eu quand même un crack obligataire en 2022. On a eu l'or qui est monté à 5006 sans aucune raison, qui est redescendu. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas compris à l'époque. 4000. Voilà, on a eu le Bitcoin qui a été divisé par 2. En fait, on en a plein des crises. Et cet effet richesse, finalement, il tourne. Et tout le monde est focalisé sur l'IA. Mais en fait, franchement, en octobre, l'IA, c'était fini. Maintenant, c'est de nouveau une bulle. Et en revanche, on a eu... parallèlement à cela, plein d'explosions sur différents marchés. Oui. Donc nous, c'est vrai qu'on aime beaucoup le risque, et le risque qu'on comprend. Donc le risque qu'on comprend, ce sont effectivement les actions et ce sont les obligations, bien et sûr. Les obligations les plus risquées. D'entreprise. D'entreprise, bien sûr. Voire même émergentes, parce qu'en fait, dans cet environnement de croissance ultra molle, mais pas de récession, c'est vraiment on va dire un endroit idéal pour prendre du risque obligataire finalement à haut rendement. Ouais.
Parce on voit pas du tout de problématique, en tout cas en Europe, sur les emprunts à haut rendement les plus risqués. On trouve que vraiment les métriques de valorisation sont nettes. Alors oui, les spreads sont bas, mais bon, on a vu pendant des années que les spreads pouvaient rester très bas et les taux de rendement sont plutôt et donc c'est plus la logique de portage qui vous guide dans cette univers du crédit là. Absolument, et une duration très faible, parce que c'est vrai qu'on n'aime pas les emprunts d'État. Il y a de la vol encore sur les taux, et bien malin qui saura dire où ça s'arrêtera. Voilà, exactement. Donc, dans ce cadre-là, c'est vrai qu'on a des indices qui sont... on est, comme d'habitude, au minimum neutre, voire surpondéré sur le risque action, et plutôt absent des stratégies considérées les plus défensives, mais qui en fait ont été violemment prises à revers. Prises à revers, absolument. Bon. Gilles, une allocation qui vous inspire pour l'été là? Pour l'été, nous on est pratiquement minimum action avec un long short D'accord. Donc short Ah Corée. oui. Oui, on a un peu voilà avec de la chimie. C'est plus une réflexion, c'est déjà implémenté dans la stratégie, dans le portefeuille. Il faut gérer stop, parce que ça part dans tous les sens. Donc c'est pas des stratégies à lesquelles on part en vacances et on revient en août. On suit ça quasiment la journée et même à la soirée. Mais bien géré, ça paye. On a on arrive à faire de la performance. On arrive à gagner de l'argent avec ce genre de stratégie aujourd'hui. On essaie de faire nos performances depuis début de l'année. Donc des obligations long terme européen. On a profité d'Ormuz pour acheter du BTP, du gilt. On a profité de la crise. Avec de la duration alors. La duration, si ça explose, c'est là-dessus qu'il faudra aller. Tout le monde est sous-investi sur la duration. Tout le monde trouve ça trop volatile. Si jamais il y a un problème, les gens n'auront pas assez de 30 ans. Ça marchera. On n'aura pas assez de 30 ans pour parce qu'on dit que ça marche plus quand même. Voilà, mais moi, ça rémunérait 4%, ça marche pas, nous, ça nous va. Devises émergentes, peso réal brésilien, peso mexicain, voilà. D'accord. Donc vous ne tablez pas sur une poursuite du raffermissement du dollar aujourd'hui? Non, là on a acheté du yen. Le sourire du dollar. On a acheté du yen avant-hier. Le dollar, c'est venu un peu trop lourd. De toute façon, je veux dire. La seule politique sur laquelle tout le monde est d'accord aux États-Unis, qui permet de sortir les États-Unis de ce qu'ils sont, c'est qu'il faut faire baisser le dollar. Je pense que c'est le seul consensus de droite à gauche de tout le monde, faire baisser le dollar. Alors, c'est pas la bulle, il y a l'empêche parce que les gens vont tous investir sur Nvidia de ça, mais derrière si ça il y a un problème, on verra le dollar à mon avis partir. C'est toujours la même question, pour quelle raison on arrive à faire baisser le dollar, et puis est-ce qu'on maîtrise, est-ce qu'on contrôle la baisse de sa devise une fois qu'on a commencé à la mettre en œuvre? Devise de réserve, mais en tout cas là elle est vulnérable, le dollar est vulnérable et en plus il y a une volonté politique. Faire baisser le dollar. Véronique, donc, pour revenir au début de la discussion, l'Europe au cœur de la stratégie estivale, là? L'Europe au cœur, oui. Allez, je pousse le bouchon, j'ose le dire. Je m'interroge même sur, dans cet environnement, est-ce que c'est pas la France? Parce qu'on dit l'Europe, et bien souvent on pense l'Allemagne quand on dit l'Europe. L'Allemagne me séduit pas. L'histoire qu'on vit, je pense, elle est quand même très influencée par l'histoire sur la technologie, gain de productivité, etc. Et c'est pas l'histoire allemande. L'histoire allemande est encore trop industrielle. Et c'est chez nous. Alors, on peut pas le dire trop fort parce que nous, on a de la dette publique, on a des spreads de taux qui inquiètent, etc. Enfin, à court terme, moi, je le jouerais bien. Et puis l'autre question, moi, je pense qu'il y a un équilibre à trouver aux États-Unis, que Kevin Warsh peut remonter, la Fed peut remonter de 2 ou 3 à 2 ou 3 reprises ces taux de manière graduelle si c'est communiqué comme c'était anticipé par les marchés. Ça capte la hausse de la technologie. On peut perdre 10-15% sur la technologie sans que ça crée des effets richesse monumentaux et trop négatifs. Et ça permet quand même. Moi, je trouve que ça lui permettrait d'aborder l'avenir et la suite de manière beaucoup plus sereine. Quelque chose de plus. Exactement. Ramener un peu. Et du coup, le dollar un peu à la hausse et un peu moins d'émergent que ce qu'on a eu il y a quelques temps. Merci à vous trois. Au bout du téléphone avec Trump, avec un moins 15% marché de Watch. Parce que... si ça évite un moins 40. Oui, mais Trump, il n'est pas capable de. C'est très diversifiant. Bon. À suivre, en tout cas. Merci beaucoup à vous trois. Véronique Riche-Flores, Gilles Etcheverry-Garay et Pierre Bismuth étaient les invités de Planète Marché ce soir.